Bonjour, Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Au plaisir d'être avec vous sur le Global Green Forum. Et merci à toutes les personnes présentes avec nous pour suivre la présentation du groupe Lambrane, qui sera faite par Madame Moudden Alaoui Bouchra, directrice du pôle ingénierie et développement au holding Al-Amran, et dont la présentation est intitulée Habitat durable et abordable, bilan et perspectives du groupe Al-Amran. Alors, n'hésitez pas de poser vos questions sur l'onglet Discuss ou Q&A et je vous laisse rapidement sans trop tarder avec Madame Moudden Alaoui. merci beaucoup. Merci Séchafer, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à Polytech pour pouvoir animer cette conférence qui est sur un sujet bien particulier et un sujet plutôt d'actualité parce qu'il concerne une bonne partie de la population marocaine et dans un contexte très particulier aussi. Parce que aujourd'hui, ce contexte Covid et cette pandémie qui était inédite, si elle a prouvé quelque chose, c'est bien nos modes d'habitat et nos modes d'intervention, parce que devient nécessaire et même primordial de repenser le logement, de repenser nos modes d'habitat, vu le contexte qu'on a vécu depuis le confinement. Je pense qu'une bonne partie parmi vous et nous aussi, on a fait de nos logements des espaces de des espaces de travail, des espaces de divertissement, des espaces de jeu pour les enfants. Donc, on a été amené à vivre 24 heures sur 24 dans nos logements et ils devaient répondre à toutes les fonctionnalités. Donc, depuis le Covid, depuis le confinement, très bien. Donc, je vais d'abord partager la présentation. Regarde maintenant, vérifie. Donc, je disais que depuis le confinement et en cette situation d'urgence, donc il y a eu beaucoup de réactivité et beaucoup de réflexion. Je pense que ça soit sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan opérationnel par rapport à nos modes d'habitat, comment repenser le logement de demain, comment ce logement en termes de fonctionnalité puisse répondre à nos besoins et comment il peut apporter toute la durabilité et le bien-être aux citoyens et à l'occupant que nous sommes pour qu'ils puissent s'adapter justement à ces contextes assez inédits et notamment le contexte. Donc aujourd'hui, le groupe Al-Amran, je voudrais rapidement revenir sur le groupe Al-Amran. Donc comme vous le savez, le groupe Al-Amran, c'est d'abord une entreprise publique, mais pas seulement. Donc c'est le bras armé de l'État marocain en tout ce qui est habitat. Je vais juste repasser, voilà. Donc je parlais du groupe. Le groupe, donc c'est d'abord le bras armé de l'État marocain en tout ce qui est réalisation des programmes publics. Le groupe Al-Omran, c'est d'abord une fusion d'un ensemble d'organismes publics qui sont aujourd'hui qui constituent le groupe et qui couvrent un peu tout le territoire national. Donc c'était une mise en œuvre d'une politique de l'État marocain pour le secteur de l'habitat et qui s'est appuyée sur des orientations bien sûr royales de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, pour permettre un ensemble d'objectifs qui aujourd'hui sont plus ou moins atteints parce que c'est un groupe qui, dans sa globalité, a quelque chose comme 41 ans d'existence. Donc d'abord contribuer à la production du logement social, parce que le segment le plus important aujourd'hui est la masse du citoyen que nous sommes, c'est un citoyen qui est modeste, donc il y a besoin qu'on réponde à un ensemble de prérogatives par rapport à ce logement, accélérer tout ce qui est résorption de l'habitat insalubre dans toutes ses formes. Et là, on parle beaucoup de tout ce qui est bidonville, tout ce qui est habitat informel. Et comme vous connaissez la difficulté aujourd'hui des villes marocaines et de nos territoires, donc il y a cette problématique par rapport à l'habitat. Donc, il fallait réglementer l'habitat dans sa configuration urbaine, mais aussi architecturale. Dynamiser un partenariat avec les collectivités territoriales et les promoteurs privés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une régionalisation avancée, nous sommes dans une gestion déconcentrée et donc toute la dynamique qui se passe principalement sur les territoires, dans les régions.
Donc, c'est une manière de répondre aux besoins de ces régions et de répondre à une commande et un besoin concret et terrain, donc à travers la réponse à ces commandes des différentes collectivités territoriales. Et bien sûr, renforcer le positionnement du groupe en tant qu'entreprise citoyenne, moderne et performante. Et le groupe, c'est un établissement public, mais c'est aussi une société SA. Donc derrière, il y a des objectifs, on va dire, une culture d'objectifs qui est nécessaire, il y a des résultats qui sont nécessaires, et faire bien sûr de l'entreprise publique une entreprise exemplaire en termes de modernité et de performance. Donc tout ceci nous amène rapidement à des réalisations. Donc le groupe Umran, comme je l'ai dit, en termes d'expertise, c'est 41 ans d'expertise, avec un capital humain qui est de 987 collaborateurs. Nous avons une couverture qui est à l'échelle nationale parce qu'on a 56 agences, on a 10 sociétés filiales régionalisées et nous avons 4 sociétés régionales pour les villes nouvelles. Donc c'est une couverture à l'échelle nationale en termes d'intervention, mais surtout en termes aussi d'impact sur l'action du groupe au niveau des territoires. Donc rapidement, je voudrais juste que vous citez un peu quels sont les types d'interventions de notre groupe en tant qu'acteur stratégique. Donc on est sur tout ce qui est aménagement foncier. Quand je dis l'aménagement foncier, c'est la mobilisation du foncier et sa valorisation, principalement du foncier public. Nous sommes sur l'aménagement de pôles urbains, nous sommes sur tout ce qui est développement territorial, que ce soit les 4 villes nouvelles, Temsna, Tamsort, Sharafat et El Khaïta, mais aussi des pôles urbains à l'échelle nationale qui couvrent plusieurs problématiques et qui répondent à beaucoup de besoins. Et bien sûr, le traitement de toute forme d'insalubrité, que ça soit de l'habitat insalubre, mais aussi tout ce qui est réhabilitation urbaine, tout ce qui est rénovation des médinas. Et le dernier segment aussi, c'est la production de l'habitat, de l'offre de l'habitat en logement sociable, en logement faible VI, en logement moyen standing, donc toute cette production. En équipement aussi, souvent on est dans la production aussi des équipements publics, pour répondre à des besoins d'équipements de proximité et des besoins d'équipements structurants. Nous sommes très engagés, bien sûr, dans la politique publique contre l'habitat insalubre et je considère que la durabilité vient d'abord de l'éradication de ce type d'habitat. Donc, nous sommes avec plusieurs programmes aujourd'hui gouvernementaux qui ont été mis en place et dans le groupe le partenaire, on va dire, officiel pour la réalisation de ces programmes. Et le segment aussi qui est tout autant important, c'est ces partenariats publics-privés, donc qui sont pour nous un grand potentiel et pour lesquels nous apportons de plus en plus dans le cadre de l'amélioration continue de l'innovation, parce que il en va aujourd'hui d'encourager le secteur, il en va d'encourager le promoteur immobilier, il en va d'encourager la petite et la moyenne entreprise. S'ajoute aujourd'hui tout ce qui est association, tout ce qui est amical, donc tout un ensemble d'écosystèmes autour du groupe Umran qui doit aujourd'hui et qui participe à cette dynamique pour pouvoir rehausser le niveau du secteur et créer une dynamique économique parallèle en créant de l'emploi et en sécurisant du logement pour toutes les tranches sociales de la société marocaine. Donc, je disais aussi que quand on parle du groupe Umran, donc c'est d'abord un groupe où la mission est à vocation principalement sociale. Donc, il en va de manière tout à fait naturelle qu'on soit une entreprise qui porte la responsabilité sociétale au premier rang. Donc, c'est l'un des objectifs clés et importants du groupe, dans la mesure où nous sommes dans une intervention très territoriale. Donc, nous intervenons sur les territoires, nous agissons et réagissons avec les territoires. Et notre objectif premier, c'est qu'on soit dans un développement socio-économique de l'ensemble des territoires nationaux. Donc, la responsabilité sociétale est un volet structurant pour le groupe et nous faisons beaucoup d'interventions pour pouvoir justement renforcer cet aspect et assurer une exemplarité de l'entreprise publique, mais surtout, c'est l'aspect citoyen que nous revendiquons dans le cadre de cette responsabilité sociétale. Et depuis quelques années, donc il y a eu un grand travail qui a été fait dans ce sens.
Donc d'abord, pour rappel, juste en ce qui concerne la RSE, c'est les thématiques sur lesquelles intervient le groupe Omran de par les axes structurants de son intervention, tout ce qui est environnement, tout ce qui est droit humain. Bien sûr, les territoires et l'intérêt local est l'un des objectifs premiers. Nous sommes bien sûr dans tout ce qui est relations et conditions de travail, la gouvernance, la loyauté dans les pratiques et le client qui est in fine notre objectif final qui doit être satisfait. Et nous avons plusieurs clients. Nous avons le client citoyen, mais nous avons aussi le client institutionnel qui doit aujourd'hui être satisfait de l'intervention du groupe et des commandes qui lui Cette année, en l'année plutôt 2020, le groupe Omran a obtenu le label CGM. Donc pour nous, c'est une concrétisation de tout le travail qui se fait sur la RSE. Et c'est aussi dans la dynamique justement de la CGM pour pouvoir tirer vers le haut l'entreprise publique. Et nous sommes aussi une entreprise publique stratégique par rapport à la citoyenneté et l'exemplarité de. Avec ça, aujourd'hui, nous éditons bien sûr les rapports RSE et nous avons aussi signé donc les rapports RSE avec un suivi régulier en termes d'avancement, avec un système de pilotage et de gouvernance qui a été mis en place au niveau du groupe. Mais bien avant ça, donc il y a toute la partie opérationnelle qui est nécessaire. Donc il en va aujourd'hui du plan de gestion environnementale et sociale qui a été mis en place, parce que notre intervention c'est une intervention métier par rapport au domaine de la construction et de l'aménagement. Donc nous sommes des constructeurs et des lotisseurs, et donc il en va des chantiers que nous construisons, il en va des parties prenantes que nous gérons pour pouvoir réaliser nos missions. Donc il y a un ensemble aujourd'hui d'approches durable intégré par rapport à cet habitat durable qui a été mis en place à travers le développement durable. Donc, principalement, en premier volet, nous avons tout ce qui est réglementation, donc la conformité réglementaire. Vous savez que le secteur de l'habitat et le secteur de l'immobilier dans sa globalité est régi par un ensemble de règlements. Et dans ces règlements, il y a des règlements qui sont aujourd'hui là pour améliorer les conditions de vie des logements, les conditions de vie des citoyens et notamment tout ce qui est efficacité énergétique, tout ce qui est thermique, tout ce qui est durabilité dans les matériaux, tout ce qui est accessibilité notamment. Donc à travers ça, donc je citerai rapidement la réglementation thermique, donc la RTCM, je citerai toutes les mesures architecturales et urbanistiques mises en place pour pouvoir améliorer le bâti. Nous sommes aujourd'hui aussi sur l'accessibilité en termes pour les PMR, donc c'est des mises à jour qui ont été faites sur les cahiers de charges pour pouvoir créer de l'accessibilité et au niveau du logement, mais aussi au niveau du lotissement. Il y a aussi tout ce qui est conformité avec les conventions de partenariat avec les promoteurs, donc cet aspect réglementaire est essentiel. L'exemplarité de l'entreprise publique, j'en ai parlé rapidement, donc on a été sur une conformité, une mise en conformité avec l'ensemble des circulaires qui ont été mises en œuvre par les différents départements de l'État marocain. Donc il y a eu aussi la mise à niveau énergétique de l'ensemble des sièges du groupe, l'évaluation environnementale du siège du HAO, la mise en place du photovoltaïque pour pouvoir économiser justement tout ce qui est énergétique au niveau d'un ensemble de sièges. Donc un ensemble de mesures d'exemplarité pour pouvoir répondre justement et tirer le secteur et être la locomotive dans ce sens-là en tant qu'entreprise publique. Alors vient le volet tout autant important pour nous et stratégique qui est l'innovation et la recherche et développement. Donc pour nous, l'innovation et la recherche et développement est un volet essentiel. Pourquoi? Parce que le secteur de l'immobilier est un secteur qui est un peu pauvre, on va dire. C'est le parent pauvre en innovation et en recherche et développement. Les modes de construction, les modes de réalisation et d'aménagement sont souvent des modes souvent standards. Et le fait qu'on soit dans des matériaux et dans une manière d'intervenir sur le logement qui est très standard fait que, en termes de durabilité, nous avons beaucoup de déperditions. Donc, il y a nécessairement une qualité à pouvoir développer, une qualité supplémentaire à pouvoir avancer. Il y a nécessairement un coût qu'il va falloir réviser à la baisse, qui est essentiel. C'est bon.
Il y a, je disais, il y a donc toute la partie coût du logement, parce qu'aujourd'hui le coût du logement, même le logement social est un sujet, et les délais de réalisation des opérations. Donc, dans ce cadre-là, le groupe Amran ambitionne d'assurer la promotion justement de la recherche et développement dans notre secteur, et ceci a démarré à travers plusieurs projets. D'abord, c'était l'identification et l'expérimentation dans des projets pilotes. Ceci était d'abord pour pouvoir justement appliquer, ou on va dire appliquer sur des pilotes à échelle réelle, quelques réglementations, notamment la RTCM, parce que la RTCM, les projets pilotes qui ont permis sa mise en œuvre pour pouvoir l'expérimenter, c'était d'abord des projets d'Amran. Et à travers ces projets, c'était aussi des innovations en termes de matériaux qui ont été intégrés pour pouvoir répondre à ce besoin. Et puis par la suite est venu le financement d'un ensemble de projets de recherche, que ce soit en recherche scientifique ou en recherche appliquée, pour pouvoir s'assurer de la réactivité de l'écosystème qui nous entoure. Donc, il y a tout un écosystème, il y a la recherche scientifique à travers les universités, il y a la recherche académique aussi. Donc, il y a un ensemble de recherches qu'on voudrait aujourd'hui encourager, que ça soit en procédé ou en matériaux de construction, pour sortir sur le marché de nouveaux matériaux, de nouveaux procédés qui vont répondre justement à cette ambition d'améliorer la qualité, de baisser le plus possible le coût, et surtout d'aller sur des délais de réalisation. Ceci nous amène dans le cadre de cette durabilité à l'action sociale. Pourquoi? Parce que on n'est pas des constructeurs et des aménageurs et des promoteurs immobiliers qui font une intervention ponctuelle, mais nous sommes dans l'accompagnement permanent des territoires en termes d'action et en termes de dynamique. Donc pour cela, il y a besoin d'assurer un accompagnement social à ces populations. Nous sommes aussi sur des segments d'intervention très particuliers. J'ai parlé tout à l'heure de la résorption des bidonvilles. Donc, il y a la partie résorption des bidonvilles où il faut déplacer des populations. Donc, il y a un soutien nécessaire à ces populations. Il y a un suivi et un accompagnement pour pouvoir mener ces missions dans les meilleures conditions. Nous intervenons aussi sur ce qu'on appelle des mises à niveau urbaines, des restructurations urbaines. Et là, c'est des populations existantes qui restent sur les sites. Donc, il y a de l'intervention technique, des travaux qui sont réalisés, en même temps que la présence des populations sur place. Et pour cela, ceci ne peut se faire qu'à travers l'intervention technique. Il y a nécessairement de l'accompagnement et de l'action sociale pour pouvoir gérer justement ces types d'interventions très particuliers. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des projets démonstrateurs qui ont servi un peu, on va dire, à tester la réglementation thermique. Donc, je citerai quelques-uns. Donc, il y a eu un projet qui était à Samansolt, la ville nouvelle de Samansolt, qui est à côté de Marrakech, le projet Jacaranda. À Al-Hajj, il y a eu un projet qu'on a appelé le projet Karamas, donc c'est un projet de logement. Le pôle urbain An-Nador, il a abrité aussi un autre projet qui est au 2, et à Sharafat, au niveau de Tanger, la ville nouvelle de Sharafat, nous avons réalisé un siège administratif. Pourquoi cette diversification? C'est pour que cette réglementation thermique puisse toucher à plusieurs zones climatiques. Parce que l'adaptation de la réglementation thermique dépend principalement du climat de certaines zones, donc il fallait pouvoir l'adapter, et en ça, il fallait tester plusieurs conditions climatiques pour le logement afin de s'assurer de la performance de cette réglementation. Voilà, donc quelques détails sur ces opérations. Donc, c'était principalement des opérations de logement social, c'est-à-dire de logement de 150 000, plus un équipement qui est le siège de Sharafat, et toutes les interventions qui ont été réalisées pour pouvoir justement tester la réglementation thermique et améliorer l'efficacité énergétique et la qualité de ces bâtiments en termes de durabilité. Donc, là, je citerai quelques exemples, tout ce qui est installation de chauffe-eau solaire, tout ce qui est double vitrage, tout ce qui est détecteur de présence, donc un ensemble de mesures et de prestations qui ont été réalisées aussi en vue de les généraliser, parce que derrière ces interventions, il y avait un surcoût, et ce surcoût, il fallait aussi l'analyser, le maîtriser en vue de généraliser ces mesures, on va dire, d'efficacité pour le logement social qui est capé marché, c'est-à-dire que le prix de sortie est toujours le même de
000 dirhams pour les citoyens marocains. Donc là, c'est les interventions qu'on a réalisées au niveau du siège de Samensort aussi, qui a été aussi mis à niveau sur le plan énergétique. Le siège social du Oldil Omran aussi. Donc, en termes d'énergie, nous sommes sur quelque chose comme une économie d'énergie sur la facture de 70%, ce qui est exceptionnel pour les sièges et les bâtiments du groupe Omran. Donc, on continue bien sûr dans cette démarche parce que des projets pilotes et des projets démonstrateurs sont nécessaires pour pouvoir tester à échelle réelle les projets, la réalisation de ces projets. Et donc, on a été aussi sur une opération de HQ, donc une opération qui répond à tous les critères HQ au niveau de Sensna. Donc, c'est aussi une opération de logement moyen standard. Elle est en cours de réalisation. Nous avons aussi réalisé au niveau de la ville nouvelle de Shrafat des logements sociaux. Les lauriers, c'est une opération en 7 tranches qui sont aujourd'hui d'une grande efficacité énergétique avec l'intervention d'un ensemble de mesures innovantes, notamment les cloisons en monomure, qu'on a testé dans ces opérations pour s'assurer de leur fiabilité. Et on est aussi sur tout ce qui est aménagement urbain, sur des développements urbains spécifiques. Là, je citerai le parc de Semsna avec un éclairage LED, avec du solaire justement pour répondre à cet éclairage. Tout ce qui est station d'épuration, tout ce qui est STEP est mis en place au niveau des projets de la difficulté aujourd'hui de pouvoir raccorder au réseau hors site, au réseau de ville, parce que c'est souvent des pôles urbains qui sont plus ou moins éloignés par rapport à la centralité des villes marocaines, et donc il y a nécessairement des travaux hors site très importants à réaliser. Donc nous avons aussi fait le choix sur ces segments-là de faire des travaux durables qui répondent justement à cet aspect d'innovation, que ce soit sur les réseaux d'assainissement, d'eau potable ou les réseaux d'éclairage public. Donc, la recherche et développement, comme je disais, pour nous, c'est un levier important et aussi un levier pour l'aménagement et la construction durable. Donc, on a, depuis 2019, le groupe a mis en place une entité dédiée à la recherche et développement. Cette entité a été dotée aussi d'un budget et cette entité avait la mission et l'objectif de développer des partenariats dans le domaine de la recherche et développement avec des organismes qui sont spécialisés et qui peuvent assurer justement une promotion réelle de ce secteur, parce que il y a les projets démonstrateurs ou les projets pilotes que réalise le groupe Omran, mais l'objectif aujourd'hui c'est qu'on touche tout l'écosystème et qu'on puisse assurer une dynamique globale autour de cet objectif à travers les organismes et l'écosystème qui nous tentent. Le premier partenariat a été conclu avec le CNRST, le Centre national de recherche scientifique et technique, à travers une convention cadre qui porte plusieurs thématiques, et parmi les premières réalisations, c'était l'appel à projet, le Omran Innov. Donc le Omran Innov, c'était un appel à projet pour l'ensemble des chercheurs qui sont dans le cadre académique, c'est-à-dire les universitaires, les écoles, les grandes écoles d'ingénierie, pour proposer des projets qui sont dans le secteur d'activité du groupe Omran et qui peuvent apporter une innovation dans le secteur. Ça, c'était le premier point. Le deuxième a concerné de la recherche appliquée, et ça, c'était le deuxième partenariat de recherche et développement qui a été développé avec l'IRESEN, l'Institut de recherche en énergie solaire et en énergie nouvelle, et aussi à travers sa plateforme, le Green Building Park. Pourquoi? Parce que l'objectif aussi, c'est d'aller très vite. La recherche scientifique et académique, c'est une recherche qui est à moyen terme, qui a besoin de plusieurs années pour se mettre en place, qu'elle soit opérationnalisée et opérationnelle. Et donc, avec l'IRESEN, l'idée, c'est de développer des partenariats qui sont beaucoup plus rapides, on va dire, qu'on peut rapidement mettre en œuvre et qu'on peut éventuellement généraliser. Donc, avec l'IRESEN, le partenariat a concerné un nouveau concept de logement qui est social, qui est durable et qui est abordable en termes de prix et qui est surtout à haute efficacité énergétique. Donc, c'était un prototypage
de ce logement qu'on voulait faire dans l'objectif de le généraliser. Là encore, on a été amené à travailler sur 4 zones climatiques pour pouvoir tester ce prototypage avec des premières opérations qui sont à échelle réelle, et puis par la suite penser à la généralisation de ce concept. Aujourd'hui, comme vous le savez, certains aspects, notamment les programmes publics, notamment le logement social dans les programmes publics et les incitations fiscales qui sont dans le cadre de ce logement arrivent à terme. En 2020, c'est la fin des incitations fiscales, des conventions de défiscalisation du logement social. Et donc, il faut que, et le besoin à l'échelle nationale ne fait que s'accroître. C'est-à-dire qu'il y a encore un besoin très important en logement pour ce segment. Pour cela, il faut repenser ce logement de manière à ce qu'on améliore sa qualité et surtout qu'on puisse rester dans le prix de sortie qui est qui est au niveau des moyens de la population sociale marocaine, qui est quand même très importante. Donc c'était ça l'idée, développer un nouveau concept de logement qui prend en compte tous ces aspects-là et qui peut demain améliorer la qualité de vie des populations et assurer justement un bien-être à l'intérieur de ces logements. Donc ça, c'est une recherche qui est en cours, c'est un travail qui est en cours et qui, d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, donnera ses fruits pour qu'on puisse justement réfléchir sur la manière de pouvoir le généraliser au niveau des réalisations du groupe Amran. Donc avec le CNRST, comme j'avais dit, c'était l'Amran Innov. L'Amran Innov a permis la soumission de quelque chose comme 54 projets. Dans les 54 projets, il y a eu 32 établissements de recherche marocains qui ont soumis, avec 8 établissements publics, privés plutôt, des entreprises qui ont aussi soumis à cet appel à projet. Et nous avons eu affaire à des institutions de recherche internationales de l'ordre de 2 institutions. Donc par la suite, donc il y a eu tout un process de sélection et des séances de présentation des porteurs de projets qui ont permis par la suite la sélection de 2 projets. Et aujourd'hui, les contrats de financement de ces projets ont été signés en fin d'année, donc la fin d'année 2020. Donc les contrats et le travail a démarré avec les chercheurs sur ces 2 projets. Donc rapidement, je vais juste vous présenter les 2 projets qui ont été sélectionnés. Donc le premier projet était la valorisation de la gangue de charbon dans la fabrication de monomatériaux hybrides à caractère liant, hydraulique, innovant, écologique et durable. Donc il s'agit en fait de la brique, on l'appelait la brique de Jarada. Donc c'est un projet de recherche qui est porté par l'université Mohamed V de Rabat à travers le chercheur Diori. Et donc c'est un projet qui est sur le développement d'une brique dont le procédé industriel consomme nettement moins d'énergie et qui s'appuie sur les résidus de Jarada. Donc vous connaissez sûrement la problématique des mines de charbon. Donc Jarada en fait partie. Et il y a des résidus de charbon qui aujourd'hui stockés en terrils, je pense des centaines de tonnes de terrils de résidus de charbon qui existent au niveau de Jarada, qui présentent une problématique écologique importante, qui présente aussi une problématique sociale parce que depuis la fermeture de la mine, il n'y a plus d'emploi. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que ce stock de gangue soit exploité. Il permet une exploitation de 20 à 30 ans. Si éventuellement on le soit transformé, recyclé en briques écologiques qui va participer à la construction de logements durables et qui va permettre aujourd'hui de créer une dynamique au niveau de ce territoire. Donc ce projet, il a un impact scientifique important, mais il a aussi un impact social très important, donc qui rentre un peu dans la durabilité des interventions du groupe Amran sur les territoires. Donc voilà, c'est une illustration de la manière dont ce projet aujourd'hui, en termes de formalisation, en termes de procédé, il va être réalisé. Donc le travail a démarré avec l'université et le chercheur, et on s'attend à des premiers résultats à partir de la fin de l'année prochaine. Donc le deuxième projet, donc c'est un projet de procédé.
Donc, nouveau procédé. Donc, il s'agit du développement d'un concept de construction à base d'un matériau économique et durable qui est le monomure alternatif silico-calcaire expansé. Donc, c'est un nouveau procédé de construction. Donc, c'était avec l'école Hassaniya des travaux publics et Sidioli c'est Hello Khalid, le chercheur qui a porté ce projet. C'est lui qui l'a développé. Donc, il s'agit là principalement de l'aglo, c'est de l'aglo stable, avec du sable. Donc c'est le sable naturel solidifié par voie hydrothermale et qui est avec une hauteur qui est déclarée aussi pour une hauteur même importante. Donc on est sur un nouveau procédé, mais on est sur un nouveau procédé qui demain permettrait quand même d'avoir des constructions importantes parce que la durabilité dans l'innovation des matériaux, elle a prouvé ses limites par rapport à la hauteur des bâtiments. Donc ici, la solidité de ce matériau permettrait de construire même en R+4. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on est en train de développer pour voir justement comment on peut remplacer certains procédés de construction avec d'autres procédés plus innovants. Ça, il y a aussi un gain sur les délais de réalisation qui est très important, un gain sur le coût qui est tout autant important, principalement le coût énergétique. Donc tous ces aspects-là permettront d'améliorer justement la qualité et pouvoir sortir un projet qui intègre justement ce nouveau procédé et qui améliore la qualité et innove par rapport à ce qu'on a dans le marché de la construction. Donc là encore, c'est une illustration du procédé, comment il est réalisé. Donc comme je disais, donc nous avons un gain de coût par rapport aux travaux de gros œuvres. Nous avons aussi un gain sur l'étanchéité parce qu'il est très acoustique. Donc il assure et l'acoustique et le thermique. L'efficacité énergétique parce qu'il consomme pas beaucoup d'énergie même en termes d'exploitation, mais surtout en termes d'industrialisation. Et le temps de mise en œuvre qui est aussi tout important. Alors, autre projet innovant, nous sommes toujours dans la durabilité et pour la durabilité, c'est aussi la continuité et l'amélioration continue. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de lancer aussi un autre projet qui est avec NAMA Facility, donc ce qu'on appelle le programme NAMA. Donc le programme NAMA, c'est un programme qui a été lancé à l'échelle de l'État marocain. Avec le ministère de l'Habitat, le ministère de l'Énergie, le groupe Al-Umran et certains organismes, notamment l'AFD et la GIZ. Et l'objectif était de construire un logement qui est beaucoup plus efficace énergétiquement et qui permet d'assurer une autre performance dans le cadre de l'amélioration justement de la performance énergétique du bâtiment, mais aussi pour pouvoir réduire les effets de serre par rapport à cette attaque. Donc ça, c'est un appel à projet international auquel a répondu l'État marocain. Nous avons pu, alhamdoulilah, avoir cet appel à projet et nous avons passé plusieurs phases, notamment la phase intermédiaire et cette année, c'est la phase finale pour pouvoir profiter de ce don. Donc, il s'agit de quelque chose comme 20 millions d'euros répartis sur l'enveloppe, sur les équipements et sur l'assistance technique qui vont être apportés par NAMA pour pouvoir améliorer la qualité du logement social et moyen standing au niveau national. Donc là, c'est un projet qui est en cours, on est dedans. Nous sommes dans la réalisation des 7000 logements. Le groupe Al-Umran est l'opérateur pour ce projet, donc à travers la réalisation de ces logements, que ce soit sur le segment social ou sur le segment moyen standing. Voilà, donc les soumissionnaires, comme je l'avais cité. Et il y a aussi un autre aspect, un autre projet qui est en cours avec le gouvernement marocain, notamment qui porte sur principalement tout ce qui est accessibilité architecturale et urbanistique. Donc aujourd'hui, l'objectif de la durabilité, c'est qu'elle soit aussi accessible à tous. Nous avons malheureusement affaire à des villes et des espaces urbains peu accessibles pour certaines tranches, notamment les personnes à mobilité réduite et ce qui complique un peu justement ces synergies et ces dynamiques sociales que nous ambitionnons pour l'espace public au niveau des villes marocaines. Donc un travail va se faire sur l'accessibilité, principalement pour des projets qui sont aujourd'hui mis en place, administration accessible. Mais ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est surtout les villes accessibles. Comment faire de nos villes des villes accessibles? Quels aménagements sont nécessaires? Quelle dynamique sociale est nécessaire? Et ça se fait avec le ministère qui est en charge de la femme
et sociale pour pouvoir répondre à ce besoin. Donc, il y a une convention qui a été signée avec le ministère et nous sommes en train d'élaborer des guides techniques d'accessibilité. Nous sommes en train aussi de travailler sur la mise en œuvre de cette accessibilité au niveau des villes à la chambre européenne. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'espère que j'étais bref par rapport à ces aspects-là et on est à vos dispositions pour les questions éventuelles. Merci beaucoup, Madame Moudden, pour cette présentation qui était très claire et détaillée. En fait, qui a fait aussi le tour de l'ensemble des réalisations du groupe Amran en matière d'habitat durable et abordable, mais aussi en termes de perspective du groupe dans ce sens. Alors là, j'ai reçu beaucoup de questions et en fait, on va essayer de les traiter dans l'ordre chronologique. Alors la première question, il vient de Madame Senes Saidi qui pose la question comment Groupe Amran a pu réussir la transition tout en étant dans un contexte Covid difficile avec qui s'est rajouté à la crise immobilière. Voilà, donc c'est la première question qui vous est posée. À vous la parole, Madame Moudden. Comme vous l'avez bien dit, c'était un contexte inédit, difficile et même très particulier. On n'était peut-être pas très préparés au démarrage. Je vais juste vous donner un peu par rapport au secteur, comment nous on l'a vécu. Donc tout de suite, à partir du confinement, en période de confinement, c'était un arrêt quasi total de l'ensemble des chantiers. Donc qui dit chantier dit l'activité du groupe et son intervention globale par rapport à sa production. Donc, il y a eu un arrêt total. Vous savez très bien que les chantiers ont été mis à l'arrêt, que le déplacement des populations était problématique. Donc, c'était un arrêt total. Donc, après cet arrêt total, sur le plan technique, sur le plan de production, bien sûr, il y a eu un arrêt au niveau de tout ce qui est commercialisation. On a été dans une situation d'arrêt limite global. Donc, il fallait tout de suite réagir, peut-être pas la première semaine, à partir de la deuxième semaine, nous étions déjà sur ce qu'on appelle les plans de continuité de l'activité. Comment on peut assurer la continuité de l'activité? Donc, nous avons une couverture nationale, donc la difficulté, elle était beaucoup plus large parce que nous n'avons pas une intervention ponctuelle ou localisée. Donc, c'était tout le territoire national qui était concerné et c'était le territoire national avec les divergences et les complications qui sont différentes des régions des unes aux autres. Vous savez que ça s'est passé de manière progressive. Il y avait des régions qui sont plus atteintes que d'autres, des restrictions beaucoup plus importantes sur certaines villes que d'autres. Donc, tout ça, il fallait le gérer. Donc, on a été sur les plans de continuité de l'activité et à travers ça, on a réussi en concertation et avec l'autorité locale à quand même maintenir quelque chose comme 20% des chantiers du groupe. Pour au moins garder cette dynamique d'emploi au niveau des territoires et permettre que l'activité continue et qu'il n'y ait pas un arrêt total. D'autres mesures ont été mises en place, que ce soit sur le plan sanitaire principalement, parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments sur le plan sanitaire. Pour continuer une activité, il fallait mettre en place un ensemble de mesures sur les chantiers. D'autres mesures ont été mises en place pour accompagner les entreprises, parce que le groupe Amran, nous avons aussi un écosystème très important qui dépend du groupe Amran. Et cette crise, elle a prouvé justement cet impact important sur le plan économique et social de l'écosystème qui nous entoure, des entreprises de construction, des promoteurs immobiliers, des bureaux d'études, des architectes, des bureaux de contrôle, c'est-à-dire tout un écosystème qui a été impacté de par la crise et il fallait l'accompagner pour pouvoir justement relancer l'activité. Donc, on a géré ça pendant la période de confinement et puis tout de suite, après le déconfinement, on était déjà dans ce qu'on appelle les plans de relance de l'activité. Donc, c'est des plans de relance qui ont été mis à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale, société filiale par société filiale, et en concertation avec l'autorité locale, en concertation avec le ministère de tutelle, un ensemble d'actions a été mis en œuvre, ce qui nous a permis de sortir de la crise avec un suivi et une veille limite, on va dire, hebdomadaire. On avait un reporting hebdomadaire de l'état des chantiers du groupe, comment ça se passe, comment l'accompagnement qu'il faut apporter. Nous avons dû accompagner aussi les entreprises pour la relance des chantiers, parce qu'il y avait plein de mesures qu'il fallait mettre en place.
Donc, une actualisation des plannings de réalisation, donc un ensemble de mesures ont été mises en place et ont permis de relancer l'activité. Et ça nous a pris 6 mois, mais alhamdoulilah, après 6 mois, en mois de novembre, l'ensemble des chantiers du groupe Umra qui étaient à l'arrêt ont repris. Ce qui était pour nous un grand exploit. Ça n'empêche que la crise, elle a quand même des impacts sur le plan financier, sur le plan réalisation, sur un ensemble d'indicateurs de performance du groupe. Mais on a pu quand même s'en sortir, on va dire, alhamdoulilah, avec ces mesures qui ont été mises en place. Merci Madame Mouden pour votre réponse claire et détaillée. Alors là, j'ai une deuxième question de la part de Mohamed Khlifi qui se pose la question, la R&D est encore timide au niveau national. Donc comment et où nous avons suivi beaucoup d'actions en termes de recherche et développement ces 2 dernières années qui ont été faites par le groupe Amran. Est-ce que le groupe dispose d'une stratégie en la matière? À vous la parole. Merci, Stéphane. Parfaitement. Nous disposons justement la stratégie, la recherche et développement, la stratégie de recherche et développement ou la feuille de route a été mise en place en 2019. Donc le groupe Amran a toujours été sur le développement durable, sur la responsabilité sociétale, mais l'entité dédiée en charge de la recherche et développement avec une feuille de route et une stratégie, une vision claire a été mise en place en 2019. D'abord par la création de l'entité et on a aussi adossé à cette entité un budget bien dédié et cette feuille de route s'appuyait d'abord en premier lieu sur une démarche qui permet la mise en place de partenariats, des partenariats publics et des partenariats avec des organismes spécialisés pour s'ouvrir sur un écosystème global. C'est ce qu'on avait cité tout à l'heure pour le CNRST, c'est ce qu'on a cité pour l'IRESEN et on va continuer, Inch'Allah, avec d'autres organismes cette année. Par la suite, ces innovations qui vont être apportées vont être réalisées en projet pilote, c'est-à-dire à échelle réelle. Donc, on va faire de nos chantiers, des laboratoires à ciel ouvert qui vont permettre la réalisation de ces projets. Et l'objectif, in fine, c'est de généraliser. C'est-à-dire que le projet va être adapté en termes de qualité et de délai au type d'opération que réalise le groupe Amran, va être généralisé sur la masse des chantiers et des projets que réalise l'Amran. Et en même temps, nous allons essayer de créer autour de ça tout un écosystème induit de par l'innovation qui va être apportée sur le marché, parce que cette innovation va améliorer la qualité des constructions. Il y a aussi d'autres promoteurs immobiliers qui sont sur le marché qui peuvent aller avec ce type de procédé ou de pattern. Et il y a derrière aussi une labellisation de ces produits. Pourquoi pas les externaliser vers d'autres territoires, notamment l'Afrique. Donc, il y a un ensemble de points qui est mis en place par rapport à cette feuille de route et qu'on a démarré à réaliser. Malheureusement, c'est quand même aussi quelque chose qui est très récent au niveau du groupe Amran. Mais alhamdoulilah, nous sommes en train de percer pour pouvoir faire avancer les choses et faire de cette innovation et recherche et développement un levier à part entière dans le secteur de l'immobilier et de la construction. Merci Madame Mouden. Alors pour respecter un peu l'enveloppe horaire qui nous a été octroyée dans le cadre de cette conférence, on va se permettre de rajouter une dernière question de la part des participants. Alors Salima Alaoui pose la question suivante. Peu de NAMA ont vu le jour au Maroc après le NDC. Est-ce que vous pourriez nous parler de la NAMA Habitat et nous donner un peu plus de détails? Voilà. Oui, peu de NAMA, mais j'espère qu'on va pouvoir y aller avec NAMA Facility. Alors le projet il a été lancé en 2019, on va dire en 2019, donc c'était un appel à projet à l'échelle des États. Donc il y a eu 56 pays qui ont soumissionné à ce projet et le Maroc a été sélectionné, donc présélectionné parce que NAMA passe par plusieurs étapes. Donc il y a eu la présélection, le projet du Maroc a été sélectionné pour 2 aspects. Alors le premier, c'est de réaliser des logements sociaux et moyens standing à haute efficacité énergétique, donc avec l'intégration et de la réglementation qui est mise en œuvre au niveau
du Maroc, mais aussi avec d'autres mesures d'accompagnement et d'autres mesures d'efficacité beaucoup plus importantes. Et ça concerne quelque chose comme 7000 logements. Et le deuxième segment concerne l'équipement. Donc, équiper ces logements et équiper d'autres logements par par des machines qui sont beaucoup plus efficaces, notamment tout ce qui est chauffe-eau solaire, tout ce qui est réfrigérateur économe, tout ce qui est four économe, tout ce qui est climatisation économe. Donc, tous ces aspects-là, comment subventionner l'équipement dans le résidentiel pour qu'il puisse être plus performant sur le plan énergétique et répondre aux conditions, aux moyens du citoyen marocain. Et un troisième aspect qui est de l'assistance. L'assistance pour pouvoir améliorer. Et comme vous le savez, l'objectif de NAMA, c'est d'aller vers la généralisation. Donc, produire en masse va permettre justement de créer un écosystème, de créer une économie parallèle qui, par la suite, elle sera la locomotive pour le secteur dans sa globalité. Donc, on a soumis, on a été présélectionné, et puis par la suite, on a démarré les travaux en 2020 pour produire un rapport intermédiaire qui a été aussi soumis à NAMA. Donc, nous sommes assistés par la GIZ et l'AFD, en plus des deux ministères, le ministère de l'Habitat et le ministère de l'Énergie et le groupe Omran. Et donc, il y a eu le rapport intermédiaire qui a été soumis à NAMA, qui a été aussi validé et accepté. Et cette année, nous allons soumettre le rapport final pour pouvoir profiter de la subvention. Comme vous savez, NAMA, c'est un don. C'est une subvention, c'est un don par rapport à des engagements que nous réalisons et qui seront évalués à la fin pour pouvoir s'assurer que le don a bien servi à répondre à l'objectif qui a été mis en place. Donc, c'est en bonne voie. Donc, je sais qu'il y a peut-être d'autres NAMA qui sont en train de discuter sur d'autres aspects au niveau du Maroc, peut-être pas aussi avancé, mais alhamdoulilah, pour celui de l'habitat, c'est bien avancé. C'est même en voie de concrétisation finale pour pouvoir engager ce NAMA au niveau. Merci Madame Moudden. Je pense que nous sommes en train d'arriver à la fin de cette conférence. Merci pour votre présentation, pour les éclaircissements donnés aux 92, aux 93 participants qui nous ont suivis assez tôt ce matin. Donc, n'hésitez pas, chers participantes et participants, à rejoindre notre stand à l'Umran, aujourd'hui représenté par Sinabil Boumert, pour répondre à toutes vos questions et à vos questionnements. Passez une très bonne journée, Jumu'ah Mubaraka et bonne suite de forum. Merci. Très bonne journée à vous. Au revoir.